Bonjour à tous, merci d'être venus à cette présentation. Je suis Hiram Madeleine, je suis développeur full stack. Je suis spécialisé dans l'écosystème Java J2E depuis plus de 15 ans. Je suis fan de programmation fonctionnelle et à ce titre, j'ai étudié et utilisé les langages alternatifs de la JVM qui s'en inspirent, tels que Groovy, Scala. Mais principalement, depuis 4 ans, j'utilise Clojure. Je vais vous présenter aujourd'hui la base de données Datomic, qui est une nouvelle base de données qui gère les informations que vous lui soumettez de façon temporelle. Elle conserve toutes les informations que vous lui donnez. Alors, on va commencer par quelques définitions, les définitions officielles. Donc, quand on les lit, il y a des mots-clés qui reviennent souvent. C'est transactionnel, cloud et distribué. C'est peut-être un petit peu obscur pour le moment, mais l'objectif de cette présentation, c'est de vous présenter le modèle de données de Datomic, les choix de conception qui ont mené les concepteurs à donner cette définition. Alors, le créateur de Datomic, le concepteur, c'est Rich Hickey. Alors, qui parmi vous connaît Rich Hickey? Bon, d'accord. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Rich Hickey est quelqu'un qui a développé longtemps des systèmes assez compliqués en C++, en C, en C#, en Java. Et en 2006, il en avait assez de lutter contre la complexité accidentelle des outils qu'il utilisait pour développer ses logiciels. Donc en 2006, il a pris une décision courageuse. Il a pris un congé sabbatique de 3 ans pour mettre en œuvre un nouveau modèle de développement. En 2007, il y a une première version de son langage qu'il nomme Clojure qui sort. L'accueil est assez favorable, malgré le fait que ce soit un dialecte de Lisp. Et fort de ce succès, il monte sa société et il poursuit sa quête, et cette fois en développant une nouvelle base de données qui suit les principes qu'il imagine. Alors, pour bien comprendre Datomic, et comme c'est un peu le sujet de la présentation, on va revenir dans le passé. On va revenir dans les années 70. C'était une époque formidable avec beaucoup de fleurs et de musique. Donc moi, je suis dans le ventre de ma maman, là. Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est cet aspect des années 70, c'est le hardware. Donc ici, on voit la publicité pour une puce qui est sortie en 1974 et qui annonce fièrement une capacité de 4K. Et ce ne sont pas des octets, ce sont des bits. Donc à cette époque-là, l'informatique n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. La mémoire est très chère et elle est ridiculement petite. Il en va de même pour les disques. Et les serveurs sont très onéreux. Le développement, eh bien, dans ces conditions, est assez compliqué. On est obligé d'optimiser chacun de ces développements. Chaque programmeur connaît à peu près, exactement ce qu'il y a dans les emplacements mémoire, dans les secteurs du disque. Et une optimisation naturelle, c'est de réutiliser agressivement tous les emplacements mémoire dès que possible. Et dès que possible, c'est dès qu'une nouvelle information arrive. Dès qu'une nouvelle information arrive, elle vient supprimer, remplacer une ancienne, que ce soit en mémoire ou sur les disques durs. C'est ce que Rich Hickey appelle le Place-Oriented Programming. Les bases de données sont nées à cette époque-là, dans ce contexte. Et les bases de données, elles deviennent une abstraction au-dessus d'un lieu, d'un emplacement, d'un secteur du disque. Et quand on soumet une nouvelle information à une base de données, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retrouver l'endroit où est inscrit l'ancienne valeur et elle va la supprimer pour la remplacer par de la nouveauté.
En mémoire, c'est pareil. La programmation orientée objet, elle a été inventée dans ce contexte-là. Et un objet, on vient le modifier en mémoire qui vient écraser sa précédente valeur. Donc, au cours de la présentation, je me référerai au Place Oriented Programming sous le nom de PLOP, parce que c'est beaucoup plus court. Alors, quand on développe dans le contexte du PLOP, et vous le vivez tous les jours au travers de vos bases de données, qu'est-ce qu'on fait? On supprime, on tue de l'information. Chaque nouvelle information nécessite de la place, une nouvelle place, et donc on réutilise les anciennes valeurs. Donc typiquement, on perd, on se prive d'un historique intéressant, que ce soit sur une fiche client, sur un historique de prix. Alors que dans le même temps, nous, développeurs, qui est développeur dans la salle? Et qui utilise Git ou SVN? Voilà. On utilise des outils pour nous qui retiennent toutes nos données. Nos données, c'est le code source. Et pourquoi on ne ferait pas la même chose pour nos clients? Donc l'idée, c'est d'arrêter de supprimer ces données qui sont nécessaires pour prendre des décisions. On vit dans un monde où les capacités ont été multipliées par plus d'1 million. On a de la capacité en veux-tu, en voilà. Mais néanmoins, on continue, certainement par habitude, à utiliser les bases de données relationnelles toujours de la même façon. Et bien sûr, il y a vous allez m'objecter qu'on a des mécanismes pour conserver l'historique. Toutes les nuits, il y a des batchs qui vont exporter nos données dans les cubes. On peut mettre soi-même en œuvre des historisations de données. Mais le plus souvent, ce sont des solutions qui sont faites maison à la va-vite et qui ne scalent pas avec nos besoins. Et le problème des cubes, c'est fait en général pour les analystes, et le système opérationnel n'a pas accès lui-même à l'historique des données qu'il produit. Et donc nos systèmes opérationnels ne peuvent pas arriver à prendre de bonnes décisions. Imaginez quand on a un bug et qu'on s'empresse de le corriger en base de données, le contexte dans lequel il y a eu un bug, qui a eu des effets, est perdu à tout jamais. Et souvent, on se retrouve dans des situations compliquées. Alors, c'est cette situation où, effectivement, les systèmes opérationnels ont du mal à prendre des décisions, à faire des choix, parce qu'ils n'ont pas l'historique de leurs valeurs. C'est ce que j'appelle le syndrome Memento. Qui a vu ce film Bon. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous encourage vivement à le voir. Et je vais résumer l'intrigue sans vous dévoiler quoi que ce soit. Dans ce film, le héros s'appelle Léonard et il souffre d'amnésie antérograde. C'est-à-dire qu'il n'est plus capable de former de nouveaux souvenirs. Cependant, il a une quête, c'est retrouver l'assassin de sa femme. Et cette tâche paraît extrêmement ardue, vu sa condition. Il n'est pas capable de reconnaître une personne qu'il a vue la veille. Donc Léonard met au point un système pour s'en sortir. Il a toujours un Polaroid avec lui et il prend des photos des entités de son domaine fonctionnel. Donc il prend des photos des gens qu'il côtoie, qu'il a rencontrés, de ses objets personnels pour savoir quelle voiture il conduit et le lieu où il réside. Et il prend des notes. Et ces notes, elles lui permettent de prendre des décisions et d'établir des faits, ce qu'il appelle des faits. Et les faits, il les note pas avec un stylo sur du papier parce que c'est trop volatile. Le papier, ça peut s'envoler, ça peut se brûler. Donc, son système qui est imparable, c'est que chaque fait qu'il déduit, il doit l'inscrire durablement à tout jamais. Et donc, la meilleure solution qu'il trouve, c'est de se faire tatouer sur le corps
les faits qui sont vitaux pour mener à bien sa quête. Eh bien, Datomic, il traite l'information et les faits de la même façon que Léonard. Dès que vous lui soumettez une information, Datomic va la conserver à tout jamais. Alors, on va revenir sur la définition du fait. Donc, c'est un événement, une chose qui est survenue ou a existé avec certitude. Et un fait a trois caractéristiques. Elle inclut la notion de temps. Imaginez avoir des informations qui ne soient pas triées chronologiquement. Elles sont inutiles, puisqu'on ne va pas pouvoir déduire des choses. On ne sait pas quelles sont les causalités. Un fait est immuable. Je sais qu'on aimerait bien parfois changer le passé, mais on ne le peut pas. On ne peut pas revenir en arrière. Ce qui est fait est fait. Et enfin, c'est atomique. C'est-à-dire qu'une information va concerner une seule entité, un seul sujet, et un seul aspect, un seul élément de ce sujet. Et donc, Datomic, il va gérer des faits qu'il appelle Datome. Et je vous présente le modèle de données de Datomic. C'est avec ces quatre valeurs qui font la définition d'un fait. Vos informations, il va les stocker sous cette forme-là. C'est sous ce format-là que vous allez lui soumettre les informations. Et dans notre histoire, on a besoin d'un tatoueur. Donc, dans Datomic, qui est le tatoueur ? Il s'appelle le transactor. Le transactor, il est unique, puisque Datomic est une base acide, elle est transactionnelle. C'est un choix, parce que ce choix, il est fait parce que les bases de données transactionnelles couvrent 99% des besoins aujourd'hui dans l'IT. Donc il y a un seul processus qui va enregistrer les faits et il va les conserver dans le log. Il va il va les conserver de façon chronologique. Alors, le traditionnel Hello World dans Datomic, c'est qui aime la pizza. Donc je reprends le protagoniste, notre héros. Là, j'ai une base de données imaginaire qui contient deux faits, deux datomes, et qui m'indique quoi ? Il m'indique que Léonard aime la pizza et la bière. Et ça, cette information, je la connais depuis le temps 10 001. Donc le temps en Datomic, il est compté en numéro de transaction, mais la transaction est attachée bien sûr à un instant. Il y a un petit problème dans ce modèle-là, c'est que là j'ai fait une erreur et on a inscrit que Léonard aime la bière, or Léonard n'aime pas la bière. Comment faire ? Et en fait, il nous manque un élément, un cinquième élément, qui va nous permettre d'indiquer si le fait est un ajout ou une rétraction. Ça va nous permettre de supprimer une information, mais on va la supprimer uniquement de façon logique. Donc ce dernier fait, qui est enregistré aussi dans la base de données, indique par l'opération retract, enfin false, indique que Léonard n'aime pas la bière. Donc au final, quand on demande à la base de données qu'aime manger ou boire Léonard, le système va nous répondre pizza, parce que les deux lignes du bas, elles vont s'annuler. Voilà, donc on a les deux opérations de base qui sont ajout ou rétraction de faits. Donc, effectivement, j'ai menti tout à l'heure en disant que vous aviez tout le modèle de données en face des yeux. Il manquait le cinquième élément. Entité, donc le sujet. L'attribut, donc c'est une caractéristique de votre sujet. Sa valeur. Sa valeur à quel moment dans le temps. Et si c'était une assertion, une rétraction. Voilà. Donc ça, c'est une coupe d'un arbre.
Et c'est exactement la façon dont va croître vos données au sein de Datomic. Chaque anneau correspondrait à une transaction. Et avec chaque transaction viendraient s'accumuler de nouvelles informations. L'écorce étant l'état actuel de l'arbre et l'état actuel de la base de données. Néanmoins, ce que vous promet Datomic, c'est que vous allez pouvoir revenir en nommant une transaction ou un instant dans le temps au plus proche d'un anneau, et Datomic va pouvoir vous ressortir l'état exact de la base de données à ce moment-là. Alors, est-ce que ce format est un schéma universel? Une base de données, si elle n'est pas capable de vous fournir des outils pour interroger vos informations de la façon que vous voulez, n'est qu'un espace de stockage. Datomic se veut être une base de données, et à ce titre, elle se doit de répondre à de multiples interrogations. Donc on voit ici, nous avons 4 datomes, qui est notre base complète. Et ces datomes, ils sont triés exactement dans l'ordre sujet, attribut, valeur, transaction. C'est très pratique pour avoir une vue en ligne. Effectivement, ça correspond à une ligne d'une table de base de données. Il n'y a pas plusieurs tables, je le répète, je ne l'ai pas encore dit dans Datomic. Il n'y a que ce format unique. Mais si je veux répondre à la question qui aime la pizza, eh bien le format précédent n'était pas pratique. Idéalement, il faudrait d'abord que je trie d'abord mes informations par attribut, puis par valeur et par entité. Ce qui fait que j'arrive rapidement à savoir que Léonard et Teddy aiment la bière. Aiment la pizza, pardon. Léonard n'aime plus la bière. N'a jamais aimé la bière. Donc, en fait, ça nous permet d'interroger Datomic à la façon d'un key value store. Si j'ai envie d'analyser toutes les données par colonne, savoir ce qu'aiment manger les gens, l'ordre de tri de mes informations, l'ordre de tri pertinent serait par attribut, entité et par valeur. Et dans ce cas-là, en prenant le set des valeurs, j'obtiens rapidement pizza et bière. Je pense que Léonard, ils sont un peu développeurs, ces gens-là. Et également, il est monnaie courante de vouloir naviguer au travers du graphe que forment les relations d'entité à entité. Et pour cela, j'aurais besoin que mes données soient triées dans deux ordres différents. Eh bien, nous sommes en 2015, Datomic est sorti en 2012, et on est dans un contexte où les disques ont des capacités extraordinaires, la mémoire aussi, et tout est bon marché. Donc ce que fait Datomic, c'est qu'il va conserver toutes vos informations dans plusieurs index. Et les index sont des covering index, c'est-à-dire qu'ils sont complets. Votre information, elle est donc, quand vous avez tous les index, elle est au minimum présente 5 fois. Donc un index, c'est juste votre ensemble de datomes qui sont triés dans un ordre EAVT et VET. Je ne ferai pas d'interrogation écrite à la fin. Alors, Phil Carton a dit qu'il n'y avait vraiment que deux choses compliquées dans l'informatique. L'invalidation d'un cache et le nommage. Moi, je suis d'accord avec une des deux, c'est le nommage. On lutte toujours pour trouver des bons noms de fonctions ou de méthodes. Et l'autre affirmation, elle est fausse
dans un contexte, mais vraie dans l'autre. Elle est vraie quand on fait du place-oriented programming. Quand on fait du place-oriented programming, les données, elles peuvent bouger dans votre dos. Quelqu'un peut les modifier. Et quand on modifie un objet ou un enregistrement base de données, il faut impérativement invalider le cache et remplacer cette donnée dans le cache. Mais si on travaille avec des données immuables, et notamment avec des structures de données immutables, alors partager un objet immuable devient trivial. Un objet immuable, ça équivaut à une valeur. Si je vous donne le nombre 42, personne ne va pouvoir venir le modifier, et il en va de même avec une valeur immuable. Et comme les données ne peuvent pas changer, ça ne sert à rien qu'elles restent sur le serveur. Donc, ce que fait Datomic, c'est qu'il va repousser l'ensemble de ces index en mémoire au sein de votre JVM. Donc c'est un peu surprenant au début, mais effectivement, les données, elles sont là, elles sont à côté de vous, elles sont disponibles. Encore une fois, ceci est rendu possible parce que les données sont immuables et que le contexte actuel, il a énormément évolué et que la mémoire, on est loin des années 70. Alors, il y a des bénéfices évidents qui sont l'accès à votre information. Quand vos objets sont dans le cache au sein de votre JVM, on a des temps de réponse inférieurs à la microseconde. Néanmoins, s'il faut aller jusqu'au stockage, donc Datomic a des mécanismes très optimisés pour ça, on obtient une dizaine de millisecondes multipliées par 2 ou 3. Et si vous avez la chance d'avoir un même cache, alors vous avez des temps de réponse de l'ordre de la milliseconde. Il y a un deuxième bénéfice évident, c'est quand vos données sont en cache dans votre application, vous limitez les round trips, les allers-retours serveurs qui sont pénalisants à cause des problèmes réseau. Même si vous avez aucun problème réseau, en général, en SQL, on écrit des requêtes qui nous ramènent l'ensemble des données dont on a besoin. Pourquoi ? Parce que les données sur le serveur, elles sont en mutation constante. Et donc, si on faisait plusieurs round trips pour récupérer une entité, on n'est pas certain de la cohérence de l'ensemble si on découpait en plusieurs appels. Donc, dans Datomic, comme les données sont là avec nous et immuables, l'écriture des requêtes est plus simple. On scinde des requêtes compliquées en plusieurs requêtes simples. Un bénéfice, c'est l'isolation. Le transactor, j'en ai pas en parlé depuis plusieurs slides, mais lui, il est déconnecté, l'écriture est déconnectée de la lecture. Donc le transactor, lui, il s'occupe de son boulot et uniquement de son boulot. Il va tatouer les informations durablement dans le stockage. Une requête lourde dans votre application ne va en aucun cas le perturber son travail. Donc plus d'appel du DBadmin. Et il est à noter que si d'autres applications partagent la même base de données, on ne va pas les perturber puisque eux aussi ont une copie de leurs données en local. Alors, si néanmoins votre grosse requête, elle pénalise pas l'écriture, elle peut néanmoins pénaliser d'autres jobs au sein de votre application. Et dans ces cas-là, c'est qu'il faut peut-être repenser à l'architecture. L'idée, c'est, au lieu d'avoir une seule application qui gère tous vos traitements, c'est de commencer à scinder vos jobs métiers en démarrant une nouvelle application qui va avoir elle-même son propre cache de données et faire ses propres requêtes sans perturber l'application principale. Et ainsi de suite, on peut commencer à réarchitecturer en spécialisant, en lançant des jobs spécialisés. Donc Datomic va vous permettre une élasticité en lecture.
Parce qu'on sait bien que les besoins dans une application sont bien supérieurs en lecture qu'en écriture, sauf dans des cas précis, mais pour lequel Datomic, on y reviendra, n'est pas fait pour. Et une fois que vos données sont dans votre JVM, elles ne sont plus sur un serveur. En SQL, qu'est-ce qu'on fait? Quand on écrit une requête, on envoie la requête au serveur qui l'interprète, et la requête, elle s'exécute dans le contexte du serveur. Là, on inverse la dépendance, les données, elles viennent à nous, et donc, le moteur de requête qui s'appelle Datalog dans Datomic, il va prendre en paramètre la base de données, ce qui vous permet d'interroger une ou plusieurs bases de données. La grande promesse de Datomic, c'est de voyager à travers le temps. Alors, si vous venez de l'analogie avec la coupe de l'arbre, je vous en ai parlé tout à l'heure, on est capable de revenir en indiquant une transaction à un endroit précis, et le Datomic va nous renvoyer l'état exact de la base de données à ce moment-là. Assez parlé, je pense que vous avez un petit peu envie de voir du code. Alors, je vais faire la présentation en Clojure pour deux raisons. C'est que la syntaxe c'est du Lisp, donc c'est extrêmement simple. Toutes les instructions, donc les parenthèses sont autour, et le premier élément, c'est la fonction. Les autres éléments sont juste les arguments. Donc vous connaissez assez de Lisp pour devenir dangereux. Le deuxième avantage, c'est que Clojure fournit est très orienté REPL, c'est-à-dire que je vais en haut à droite j'ai une JVM qui est démarrée, à gauche j'ai mon code source et je vais injecter des instructions à chaud dans la JVM qui vont être compilées en bytecode Java et exécutées. Donc je suis dans un namespace, dans un package vierge. Pour la démonstration, je vais travailler avec une base de données qui va être en mémoire, qui est très pratique pour commencer à jouer avec Datomic ou pour les tests unitaires. Donc j'ai créé mon URI, et là, effectivement, j'ai une liste. Premier élément, créer database, c'est ma fonction, et l'argument, c'est URI. Il me répond que ma base de données a été créée, si vous voyez bien. Ici, j'ai toutes les réponses de mon REPL. Je vais créer une petite méthode utilitaire pour récupérer l'instant de mes transactions. Alors, dans Datomic, quand on se connecte à une base de données, on devient un peer. Donc, c'est quand vous irez voir certainement, j'espère, les documentations après. Soyez pas surpris. Donc, le peer, c'est le fait d'embarquer la librairie de Datomic dans une JVM et de consommer une connexion. Je sais pas si je l'ai fait. Donc normalement j'ai une connexion. Et là on va créer le schéma de la base de données. Il est très simple. Il n'est pas très lisible parce que vous n'avez pas encore l'œil aguerri. En Clojure, on a un type qu'on n'a pas en Java qui s'appelle le keyword. Donc prenez-le comme une constante. Tout ce qui commence par 2 points et qui est en violet est un keyword, donc une constante. Donc mon schéma, il m'indique deux choses. Un, que j'ai un attribut, que mes entités peuvent avoir un attribut name. Donc ça va être le nom de l'entité personne. Il va être de type string, de cardinalité simple, et un deuxième attribut qui va m'aider à renseigner ce qu'aime manger ou boire une personne. Elle est de cardinalité many, puisqu'on peut
pouvoir aimer plusieurs choses. Donc le schéma, pour pouvoir l'utiliser, il faut que j'appelle le transactor pour lui soumettre ce schéma pour qu'il l'inscrive en base. C'est pour savoir s'il y a des gens qui suivent. Eh bien, au premier rang, il y a toujours les meilleurs. Donc là, j'appelle la méthode transact, donc j'appelle le transactor, je lui passe comme argument la connexion, qui est inévitable, et je lui soumets un ensemble d'informations. À noter que le schéma est géré de la même façon que vos informations. Voilà. Maintenant que mon schéma est défini, je vais pouvoir commencer à insérer des informations. Donc j'appelle toujours le transactor avec la connexion en paramètres, et là, vous allez reconnaître nos protagonistes. Alors, vous vous souvenez des opérations, donc on va ajouter une entité. Pour l'instant, c'est un ID temporaire parce que c'est une entité qui n'existe pas encore. Datomic ne connaît pas cette entité. Et elle a pour l'attribut name, sa valeur, c'est Léonard. Donc je lui indique que je vais créer 3 entités qui auront chacune pour attribut le name, et on va pouvoir créer nos protagonistes. C'est pour ça que là, j'ai pas scindé, je l'ai fait en une fois. Ok, alors, là j'ai appelé le transactor, et donc c'est effectivement, j'ai normalement tatoué durablement ces 3 faits dans la base de données. Comment être sûr que mes entités soient bien présentes? Je n'aurai pas le temps de parler de Datalog malheureusement, mais Datalog est donc l'outil de requêtage de Datomic. Il est extrêmement puissant. C'est basé sur la programmation logique. Quand on a fait du SQL, on s'en sort assez bien en 1 heure. Je vais quand même commenter la première query. Je vais demander à la base de données de me trouver un nom, tel que, et là je lui indique une contrainte. Je veux, alors le premier élément, on est toujours dans le modèle EAVT, donc le premier élément concerne l'entité, le deuxième l'attribut, et le troisième élément concerne la valeur. Je lui indique, comme je ne mets aucune contrainte sur les variables, je lui indique de me retrouver toutes les entités qui ont un nom, tout simplement. Et donc, on me répond avec effectivement les trois entités, mes 3 protagonistes. Maintenant, je vais indiquer à la base de données ce qu'aime Léonard. Donc cette fois-ci, comme mon entité existe déjà, je ne vais pas créer un ID temporaire. Je vais demander à la base de me retrouver l'entité qui a pour nom Léonard, et je vais lui indiquer pour l'attribut M qu'il aime la pizza et qu'il aime la bière. J'appelle le transactor, qui me dit que tout s'est bien passé. Je vais récupérer le temps de la transaction, parce que j'en aurai besoin tout à l'heure. Alors, maintenant, je veux savoir ce qu'aime Léonard. Donc, j'utilise Datalog. Cette fois, je ne vise pas toutes les entités, mais comme j'indique Léonard, je ne souhaite qu'il me retrouve, comme contrainte parmi les entités, qu'il me retrouve uniquement Léonard. Et ici, j'ai une deuxième contrainte qui va concerner la propriété M. Et l'avantage de Datalog, c'est qu'il va faire une jointure implicite, puisque dans les 2 contraintes, l'entité a le même nom de variable.
donc person name Léonard, la deuxième contrainte person m food, indique que je suis dans le contexte de l'entité de la contrainte précédente. Ok, je m'aperçois que Léonard aime la bière et la pizza, mais j'ai fait une erreur. Effectivement, Léonard n'aime pas la bière. Donc je m'empresse de corriger mon erreur. Et donc je vais appeler le transactor avec la deuxième opération qui est rétracte. Et je dis, mais rétracte-moi le fait que Léonard aime la bière. Et maintenant, j'appelle, je lance ma requête sur la base de données. Et je vois avec bonheur qu'il n'aime plus que la pizza. Ouf. Alors je vous ai dit que Datomic nous permettait de revenir dans le temps. Donc là, j'ai capturé le temps de la première transaction. Je suis pas bien seté au niveau de ma time zone. Alors, si vous vous souvenez, dans la slide où j'ai l'arbre avec la transaction, avec la fonction ASOF, qu'on va retrouver toujours en première position, j'utilise la fonction ASOF sur la base de données, parce que DB, je ne vais pas mentionner, mais quand la fonction DB, quand on demande je demande la dernière valeur de la base de données. Donc, je demande à ce qu'on me donne la base de données au plus proche de l'instant qui était l'instant de ma première transaction. Et effectivement, Datomic n'a pas oublié qu'à ce moment-là, Léonard aimait la bière et la pizza. On peut essayer de parcourir un petit peu le temps. On va essayer 2 minutes plus tard. Et effectivement, si j'interroge la base de données 2 minutes plus tard, il me répond, mais différemment cette fois, que Léonard n'aime que la pizza. Néanmoins, il n'a jamais oublié le fait qu'un jour, dans la base de données, Léonard a aimé la bière, même si ça a eu des conséquences, et Datomic ne l'oubliera jamais. Vous pouvez aussi avoir accès à l'historique de tout l'historique. Vous pouvez requêter sur tout l'historique de la base de données. Donc encore une fois, on a fait appel à une fonction. Ici, c'est history, et je vais lui demander, je vais lancer toujours la même requête, et je vais lui dire, dis-moi ce qu'a aimé Léonard dans la vie de la base de données. Et effectivement, il me répond bien qu'il a aimé la bière et la pizza. Si j'interroge l'état courant, il me répond correctement. Oui, bien sûr. Là, j'ai volontairement simplifié les requêtes pour qu'elles soient compréhensibles. Il y a un aspect important qui est, comme vos données sont en local dans votre base de données, enfin dans votre JVM, pardon, et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Tant que vous soumettez pas au transactor, la base de données est une valeur. On peut appeler une fonction dessus qui va nous retourner une nouvelle valeur. Tant qu'on la soumet pas au transactor, elle reste locale. Donc vous pouvez faire des spéculations. Vous pouvez faire des scénarios, monter des scénarios. Typiquement, avec la fonction with.
Ici, je rétracte aussi que Léonard, je rétracte le fait que Léonard n'aime la pizza, donc je supprime, mais de façon spéculative en local dans ma JVM, ce fait-là. La fonction transact et with retourne toute une valeur. Ça, je l'ai pas indiqué, mais elle va me renvoyer la nouvelle valeur de la base de données. Et donc, c'est cette base de données que je vais interroger. Et quand je demande dans cette nouvelle base de données spéculative ce qu'aime Léonard, en fait, on voit qu'il n'aime rien du tout, plus rien du tout. Si j'accède à la base de données réelle, effectivement, je n'ai pas supprimé mon fait. Donc la spéculation est très... Enfin, le with est très utile quand on fait des tests unitaires, parce que souvent, quand on fait des tests unitaires qui impliquent la base de données, on est obligé de faire du rollback. C'est un petit peu lourd, même s'il y a des frameworks qui nous permettent de le faire automatiquement. Ici, vous êtes libre de le faire avec le with. Et c'est très important aussi pour monter des scénarios. Typiquement, si vous êtes un vendeur d'ordinateurs et de téléphones et que vous décidez de vendre une montre et que vous connaissez un petit peu les habitudes de vos clients, voilà, pourquoi ne pas tester le prix d'une montre à 10 000 $ et voir comment vos clients vont se comporter. Voilà, j'espère que ça vous a donné un petit aperçu de Datomic et ça a un peu illustré le... Alors maintenant, on va regarder Datomic d'un peu plus proche. Pour vous, c'est savoir, effectivement, comprendre si Datomic, qui paraît un petit peu étrange, est fait pour vous. Alors, les premières questions qu'on se pose, c'est, effectivement, on garde tout, et jusqu'où, quel est le nombre d'enregistrements acceptables? En fait, les concepteurs se disent que la limite raisonnable est d'avoir 10 milliards de datums. Pour faire la conversion en SQL, c'est votre nombre de tables. Vous multipliez par le nombre de colonnes qui ont des valeurs, puisque Datomic ne connaît pas le nul, il ne connaît que des informations, multiplié par la longueur de vos tables. Donc c'est dans vos projections, ce qui est quand même assez confortable. Si vous demandez Datomic, comment je l'insère dans mon environnement? En fait, c'est très simple. Je pense que bon nombre d'entre vous utilisent des applications Java. Et donc Datomic n'est qu'une librairie Java qui va venir compléter la longue liste à côté dans votre pomme, la longue liste de dépendances. Ensuite, pour le choix du stockage, j'en ai pas parlé, mais j'en ai pas le temps aujourd'hui. Eh bien, en fait, il propose de facto d'être hébergé sur votre serveur de base de données actuel, que ce soit Oracle ou Postgre. Et il supporte aussi ces autres bases de données. Alors, Datomic, pourquoi faire? Effectivement, le premier réflexe, c'est de se dire, est-ce que j'en ai besoin? Cette technologie me paraît un peu compliquée. En fait, il n'en a rien. J'espère avoir démystifié Datomic et vous montrer que c'était assez simple. Et je dirais que c'est tout à fait conseillé pour une application de gestion traditionnelle. Datomic, je le conseille pour 90% des applications que j'ai eu à faire dans ma vie, auraient pu bénéficier de Datomic. Je l'utilise actuellement pour agréger des données qui proviennent de deux systèmes d'information de mon client. Je capture des informations qui proviennent de ces deux systèmes, je les agrège dans Datomic, qui me permet d'avoir en un seul lieu toutes mes informations et de conserver l'historique
l'historique de mes entités, qui peuvent bouger plusieurs fois par jour, et dans ces cas-là, qui ratent le batch de nuit pour les cubes. Effectivement, on perd énormément d'informations. Donc je dirais que ça peut remplacer ou compléter une base de données relationnelle. C'est très avantageux, comme vous l'avez vu. Au début, on parlait de scalabilité en read. En fait, on a une élasticité en read qui est formidable. Donc si vous avez des forts besoins, si vous êtes très sollicité en read, c'est fait pour vous. Et surtout si l'historique de vos données compte, bien évidemment. Alors Datomic, il n'est pas non plus fait pour tout, surtout quand on a besoin d'être scalable en écriture. Comme vous l'avez vu, c'est une base acide, donc elle va enregistrer les faits de façon durable. Et voilà, c'est comme une base de données SQL, elle garantit l'acidité de vos données. Vous avez vu qu'il y a un schéma qu'on peut interroger. Donc les données non structurées ne sont pas les bienvenues dans Datomic, il n'en ferait pas grand-chose. Et évidemment, si l'historique n'est pas important. Le licensing, pour parler des choses qui fâchent, pour se familiariser, il y a l'édition gratuite, qui vous permet de démarrer, comme je l'ai fait, en mémoire Datomic en local, sur votre file system ou en mémoire. C'est très bien pour commencer. Il y a la version pro. Donc je donne un ordre d'idée pour 5 peers. Donc c'est pour 5 applications qui accéderaient à votre base de données, c'est $3000. Et il y a un peu plus d'un an, ils ont sorti la Datomic Pro Starter que j'utilise, qui est gratuite et qui me permet de connecter 2 applications. Donc pour l'instant, j'ai consommé qu'une seule connexion sur mes 2 peers. Et ça supporte tout type de stockage. Donc je dirais c'est très simple de commencer avec Datomic dans ces conditions. Voilà, il me reste 4 minutes, donc je vais prendre des questions, parce que je pense qu'elles sont nombreuses, mais n'hésitez pas, comme on va certainement dépasser le temps, à me solliciter pendant la pause. Merci. Vous disiez que Datomic peut remplacer une base de données relationnelle. Et les bases de données relationnelles, on les utilise aussi pour garantir la cohérence des données. Donc surtout en termes de contraintes, qu'est-ce que propose Datomic ? Alors les contraintes, elles sont fournies avec le schéma. J'ai pas pu parler extensivement du schéma. Les contraintes, c'est les contraintes de type. Mais Datomic, il va être quand même assez permissif par rapport à toutes les contraintes qui sont mises en œuvre dans une base de données relationnelle. Elle nous prend pour des adultes et en général, elle pense que effectivement beaucoup de contrôles métiers sont faits en amont. Comment est géré le mapping en fait, entre le schéma de Datomic et un schéma, je dirais, d'une base de données relationnelle sur laquelle l'outil s'appuie? Alors le mapping entre une base de données relationnelle et Datomic, en fait c'est beaucoup plus simple, puisque dans SQL on a vos entités, elles sont présentes dans plusieurs tables. Et là, dans Datomic, en fait, on a ce schéma unique qui fait que comme vous avez pu le voir, on a certains attributs qui sont multi-valués. Donc dans ces cas-là, on n'a pas besoin de jointure vers une autre table. Et on arrive à parcourir un graphe d'entités, à parcourir les entités assez simplement. On ne pourra pas dépasser le temps parce qu'il y a une session à 12h10. Pas de problème. Une dernière question. Ce que j'ai compris Datomic, c'est une suite de transactions. Comment en fait est gérée la concurrence transactionnelle? Est-ce que j'ai compris qu'on peut en avoir qu'une seule transaction à la fois et pas forcément 2? C'est là où je ne sais pas. Alors, on gère comme une base de données classique. Toutes les informations sont sérialisées. Elles sont écrites une par le transactor. En général, donc, on a des batchs d'informations.
Mais c'est effectivement le transactor qui prend les informations les unes après les autres et qui les écrit durablement dans le storage. C'est pour ça que c'est pas scalable en write. C'est pas fait pour. C'est pour ça que ça correspond exactement à une base de données relationnelle avec son acidité. Est-ce qu'il y a des locks? Non, puisque les données sont immutables. C'est le bonheur de l'immutabilité. C'est... Voilà, une dernière question. Donc, j'ai cru comprendre qu'en fait, on avait des données qui montaient en mémoire pour accélérer les traitements. Et la question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a des aspects compression ou est-ce qu'on a une idée sur le ratio entre ce qu'on aurait sur disque et ce qui arriverait en mémoire? Alors, c'est une excellente question. L'idée, c'est que Datomic, il va stocker le plus qu'il peut en mémoire. Et après, comme c'est un cache, donc il y a du LRU qui va se mettre en place. Et en général, on accède souvent aux données les plus récentes. Et il va jeter le reste. Après, si vous avez besoin de stocker plus, vous achetez une licence pro et vous mettez du même cache qui va vous permettre de monter l'intégralité de votre base de données. C'est une partie que je vous invite à regarder puisque ce sont des aspects assez précis de la base de données. Voilà, merci beaucoup.